Vous avez vu les Mylènes, je crois, voilà, et qui participe à la club de lecture et qui ont choisi de venir passer un petit peu de temps avec nous, voilà. Donc merci à vous. Donc aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir deux auteurs sur une thématique particulière qui s'appelle Partir en vrille. Ah ah, qu'est-ce que c'est Partir en vrille? Je crois qu'on va le savoir avec Sophie Chavanel pour Le Bouge du chat, ça c'est sa nouveauté, et La Griffe du chat, son premier livre. Et puis... Son premier policier. Premier policier, pardon. Parce qu'il y a d'autres livres. Vas-y, c'est quoi par exemple? Allez, c'est parti. Alors c'est quoi? C'est deux romans, mais qui ne sont pas des policiers. Et puis c'est aussi un essai et un récit, notamment sur le travail que j'ai fait avec des personnes sans abri pendant quelques années. On y reviendra peut-être. Hein, voilà. Comment est-ce qu'éventuellement ça influence ton écriture de policier? C'est jamais. Voilà. Donc, Jackie Schwartzman, ici présent. Jackie, voilà, impeccable. Voilà. Donc toi, tu as plusieurs bouquins, je ne les ai pas tous amenés. Mais Demain c'est loin, c'est le dernier. Et j'ai pris 2 fois le même. Donc du coup... oui, non, le dernier c'est Pension complète. Voilà, j'ai oublié Pension complète. Voilà. Désolé. Donc, voilà. Donc, Pension complète est là, voilà, merci beaucoup. Belle complémentarité. J'ai pris 2 fois le même, bon, c'est pas grave. Alors on va commencer à discuter un petit peu avec Jackie, qui m'a l'air un peu fatiguée. Est-ce que j'ai tort ou raison? Non, ça va très bien. Le coup bas. Oui, ça Non, parce commence que bien. à Pamar, c'est la terre du polar, c'est bien connu. Hein, donc, mais c'est aussi, on fait beaucoup la fête, donc les auteurs qui viennent ici en profitent un peu, donc c'est bien. Voilà. Je vois pas de quoi tu parles. Non, je ne vais pas dévoiler les secrets non plus. Donc on va plutôt aller discuter tout de suite, parce que moi, il y a un truc qui m'épate, Jackie, c'est qu'on dit de toi que tu es la plume la plus corrosive de l'Hexagone. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je n'en sais rien. Ah. Non, en fait, c'était un journaliste Du Point. du Point qui a dit ça. Du coup, ça a été repris en bandeau sur le bouquin. Ce qui est bien, mais ce qui n'est pas bien, parce que tous les autres auteurs se foutent de moi depuis à chaque salon, en fait. Quand les autres auteurs viennent me voir et me disent alors c'est toi La plume la corrosive. plus corrosive de France. Donc, Corrosif, ça veut dire quoi pour toi, corrosif? Moi je j'ai pas le projet de faire ça, mais c'est un constat a posteriori, quoi. A priori, j'ai un ton corrosif, mais... Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un ton humoristique ou pas? Oui, alors, encore une pareil, Voilà. c'est pas ce que je me dis en attaquant un bouquin. Je me dis pas, il faut que je sois drôle ou je vais faire un truc marrant, mais c'est... j'ai mis du temps à trouver ce style, d'ailleurs. Avant, j'essayais de faire des romans sérieux. Je m'interdisais de l'humour dans les bouquins. Oui. Et du coup, je faisais des bouquins pas très bien. Oui. Enfin, que tu jugeais pas très bien. Voilà. Et qui étaient pas édités non plus, donc c'est quand même un signe de... c'est quand même un indice. Et il y a eu un moment de ma vie où j'avais même carrément décidé d'arrêter d'écrire. Oui. Et je me suis dit, je vais en faire un dernier en m'autorisant justement d'écrire comme ça vient. Et puis si j'ai des scènes cocasses ou des dialogues marrants, je les laisse. Et c'est ce qu'il fallait que je fasse, c'est vraiment... Oui, c'est ce que tu as bien fait, et c'est ce qu'on aime bien dans tes livres aussi, c'est que c'est effectivement corrosif, et puis c'est des livres qui sont bien construits, donc on arrive tout de suite avec ce fabuleux personnage de François Feldman, qui est quand même quelqu'un d'important, vous le connaissez bien sûr, voilà. Donc, le chanteur. Oui. Absolument. Voilà, donc tu as eu le prix Transfuge du meilleur espoir polar, le prix du roman lors du Festival international du film policier, et cette année le prix Polar Poche de Hugo Lambasquet. Donc France Bleu Polar Poche, voilà, pour celui-ci aussi. Voilà. Donc, bravo, c'est super, voilà. Et on va retourner un petit peu chez Sophie, parce que Sophie, elle fait dans les chats. Alors, pourquoi les félins? Pourquoi les chats? Probablement déjà parce que j'ai un chat depuis quelques temps et que je trouve rigolo d'observer que
le chat ne rend pas le maître intelligent, je dirais. Ça vous tire plutôt vers le bas d'avoir un chat. C'est-à-dire que au début, j'ai trouvé ça un peu triste comme constat de voir que je gâtifiais, que je disais des trucs absolument débiles à mon chat. Puis après, je me suis dit, en fait, j'assume. En plus, j'ai une fille par ailleurs, et quand on a des enfants, on essaye plus ou moins de les éduquer quand même. On a des espèces d'ambitions, un peu d'en faire des gens bien, etc. Et je trouve qu'avec le chat, voilà, on n'a aucune ambition. On peut les menacer de la maison de redressement, tout en leur disant que c'est les plus beaux du monde. Enfin, on peut vraiment dire des avalanches d'énormité. Ils vous regardent toujours aussi gentiment et tout se passe bien. Donc c'est ça que j'aime bien chez le chat, c'est le côté équanime. Et du coup, on peut s'en servir un peu comme d'un... Oui, voilà, du coup, on peut se défouler gentiment auprès de son chat. Du coup, on en fait un personnage de roman, même. Du coup, on en fait un personnage de roman, ouais. Voilà. En l'occurrence, l'idée de départ, c'était le bar à chat, parce qu'il y avait près de chez moi un bar à chat, et que je trouvais ça hyper déroutant comme idée, et que ça m'a fait tout de suite penser à un bordel. J'ai eu le parallèle, le côté relation tarifée, c'est-à-dire le côté on paye pour avoir une relation avec un être vivant. Et du coup, j'aimais bien cette idée de faire un bar à chat pseudo-zen, mais où il y avait en fait du velours rouge partout, enfin des trucs, une espèce de conflit entre le côté japonais austère et puis le côté un peu, voilà, très pas sobre du tout, plutôt dégoulinant de velours et tout ça. Et c'est là où débute l'enquête, en fait. Hein, c'est là où débute l'enquête, voilà. on pose l'enquête à partir du bar à chat. Donc, attention, là, ça part en vrille, là. Je le trouve. Est-ce que, Jackie, toi tu aimes les chats? Ouais, Ouais. je sais pas. Non. Non, j'aime bien les chats, mais de façon raisonnable, quoi. Enfin, Ouais. T'en ferais pas un Donc personnage. tu n'aimes pas les chats. Je réfute l'idée qu'on puisse aimer les chats de façon raisonnable. En fait, c'est me binaire bats, en fait. Ça c'est l'hypocrisie. je me bats en interne chez moi avec ma femme et mes 2 filles pour ne pas avoir des chats depuis au moins 5 ans. Mais j'ai un argument béton, on est en appartement quand même. Ah d'accord, oui, c'est sûr. Mais bon, il y a plein de chats en appartement. Hein, donc, Mais pas chez moi. là, il faut le mettre dans un bar à chat. Il faut prendre un bar à chat, comme ça, impeccable. Hein, voilà. Bonne idée. Je peux même te le garder pendant les vacances. Alors moi je me suis battue pendant très longtemps avec ma fille pour pas avoir de chat, mais j'ai perdu. Alors du coup je dis d'accord, mais c'est moi qui l'appelle. C'est moi qui lui donne son nom et je l'ai appelé à l'usure. Pas mal. Je pourrais trouver des noms, je vais réfléchir, je vous dirai. On va repasser chez Jackie. Est-ce que tu pourrais juste nous dire comment on fait le deuxième, enfin en tout cas dans la veine de ce troisième, voilà. Est-ce que c'est compliqué ou pas de se remettre au travail? Je sais que là, tu vas rentrer ce soir parce que demain justement il faut que tu bosses. Donc est-ce que c'est difficile de se mettre à travailler ou toi tu as une écriture plutôt fluide et ton humour te porte? Non, mais j'ai pas de problème de pas pouvoir écrire. J'ai plutôt un problème de temps. Enfin, j'avais un problème de temps, de ne pas avoir de temps. Et ça fait 6 mois que je fais que ça. Donc je suis à la maison pour écrire et je travaille entre 4 et 6 heures par jour à faire que ça. Et c'est ce que j'attendais depuis très longtemps. Oui, là, t'as le temps parce que tu vides ta plume, comme on dit. Oui, enfin j'essaie. À peu près, quoi. Voilà, à peu près, ouais. Parce que Jackie, il a eu une grande vie avant de venir. T'as fait beaucoup de choses. Tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, parce que c'est intéressant, je pense que c'est nourrissant pour l'écriture. J'ai fait une très courte fac de philo. Je me suis arrêté assez vite justement parce que je savais que je voulais être auteur. Et donc du coup j'ai fait des petits boulots pour que mes parents puissent pas m'emmerder avec ça en fait. Avec un statut d'auteur qui n'est pas publié. Donc ça m'a donné. Je me suis acheté ma liberté et je pensais que ça durerait 4-5 ans avant de me faire publier. Et ça a mis 25 ans. Voilà. C'est le seul petit détail qui n'a pas marché dans mon plan.
Ça a mis un peu plus de temps que prévu, mais du coup j'ai enchaîné des boulots alors alimentaires, pas très intéressants, mais nourrissants malgré tout. Quoi. C'est ça, nourrissant pour. Ah oui, Est-ce que des c'était. histoires, pour, Tu te rappelles d'histoires drôles qui sont arrivées dans tes petites vies professionnelles et que tu replaces dans les livres Ou t'inventes? Non, je sais pas, mais c'est surtout la mentalité du travail, des états d'esprit, des dialogues, des choses comme ça. Et puis, vraiment, à 20 ans, quand j'ai arrêté la fac pour me lancer là-dedans, je pensais que j'avais pas grand-chose d'intéressant à raconter. Ah oui. Je connaissais quoi de la vie. Donc, c'est aussi ça. Et c'est peut-être pas un hasard aussi si j'ai mis autant de temps à être publié de façon sérieuse et aussi autant de temps à savoir écrire un livre. C'est peut-être aussi que j'avais besoin de tout ce temps pour Oui, tu avais besoin de temps, effectivement. vivre des choses, en faire une synthèse, passer à la moulinette et en faire un bouquin. Quoi. Est-ce que tu testes tes histoires auprès de ton entourage pour voir si ça les fait rire Alors je le faisais avant. Ouais. Pour mon dernier bouquin, Pension complète, que Madama, je le faisais lire à des amis. Ça part en vrille, décidément ça part en vrille. J'espère que ça part très bien. Tu veux pas changer de place? Faut peut-être le changer. Non, ça va aller. Voilà, quand même, on voudrait pas avoir un accident. Donc je faisais lire, j'avais un espèce de panel de lecteurs, un peu d'amis à qui je faisais lire mon bouquin. Et donc le dernier en date, j'avais des retours vraiment d'amis qui me disaient que c'était super, c'était mon meilleur bouquin. Donc j'étais très content. Et quand je l'ai soumis à mon éditrice, elle m'a conseillé de changer d'amis en fait. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Justement, nous avons l'éditrice ici, est-ce que vous pouvez rajouter un petit mot là-dessus? Non, c'est pas... sur mes amis sur le travail en tout cas qu'on peut faire avec un auteur, parce que ça, on ne sait pas toujours tout le travail qu'il y a en fait entre l'éditeur et son auteur. Et c'est un pan intéressant quand même du milieu du livre. Est-ce que ça vous intéresse qu'on passe un peu d'édition? Parce que ça c'est vraiment les coulisses, mais sans son éditeur, un auteur est un peu perdu quand même. Il a vraiment besoin d'être monté. Moi j'étais moi-même éditrice, donc je sais. Si elle n'est pas là, je ne vis plus. Bah non, mais je sais pas. Après, le travail il est extrêmement différent selon les auteurs, justement. Après, effectivement, avec des auteurs français, on travaille dès le départ. Je sais pas, effectivement, l'anecdote que racontait Jackie, bon, elle est quand même assez rare. Enfin, heureusement. Parce que j'ai dû réécrire presque 100 pages, hein, quand même. Ouais, voilà. Mais merci. Merci. Mais effectivement, ça peut arriver parfois que même avec un auteur avec lequel on travaille depuis quelques années, c'était le cas avec Jackie, voilà, qui nous soumettent un livre et qui, voilà, moi m'avait semblé pas aller franchement dans la bonne direction, mais c'était Pension complète. Mais voilà, on a réussi à retomber sur nos pattes, tel un chat, pour un agile chat. Pour réussir à faire un super roman. Mais après, ça dépend vraiment des auteurs. Par exemple, avec Sophie, on travaille vraiment... là, tu es en train de commencer le 3e. Et Sophie, je vais parler pour toi, mais t'aimes pas trop que je lise quand c'est en travail, en fait. Tu préfères m'envoyer vraiment... Oui, c'est ça, ouais. Moi, j'aime mieux envoyer une fois que j'ai fini. J'aime... En fait, j'aime pas l'idée d'avoir des interactions en cours d'écriture. Je préfère envoyer une fois que j'ai fini, sachant qu'une fois que j'ai fini, en fait, on continue à bosser ensemble, en fait. Hein. De mon point de vue, le dernier point, la dernière virgule est écrite, mais pour autant, ça veut pas dire qu'il n'y a pas un travail qui se met en place avec toi. Alors c'est quoi ce travail justement qui se met en place? Et oui, il est différent. Je sais pas, avec Sophie, il va être... là on rentre dans vraiment du détail, mais je sais pas si ça vous intéresse, mais il va être... par exemple, ça peut paraître bizarre parce que moi j'aime bien te faire un petit peu retravailler sur les lieux par exemple. Davantage te faire
parce que du coup tu écris pas spécialement vite, mais du coup à mon sens tu vas un petit peu vite sur des descriptions de paysages ou de trajets. Donc moi je te fais retravailler, le réapprofondir et un petit peu rallonger souvent les passages de description de lieux, d'ancrage géographique, pour que le livre soit davantage, surtout que c'est ce que tu aimes bien faire, et voilà. C'est grosso modo notre travail il se situe là, et sur le premier par exemple ça avait fait ajouter beaucoup de dialogues, parce que tu faisais beaucoup de dialogues rapportés, et du coup ça manquait vachement de dynamisme je trouvais. Et voilà, c'était principalement les aides du travail qui sont assez simples et assez rapides à faire, hein, mais voilà. Et pour Jackie, quand ça te fait pas rire, c'est raté ou quand ça doit faire rire et que ça ne fait pas rire, effectivement c'est un signe. Après, je ne tiens pas le monopole de l'humour. C'était pas le problème de ce bouquin-là. Non, je pense qu'il partait peut-être un peu trop... Il y avait 5 romans en un en fait. Ouais, voilà, il y avait trop d'histoires, trop de personnages, t'avais envie de raconter trop de trucs. Et je pense que toi, ce qu'on travaille souvent ensemble, c'est davantage peut-être d'étoffer la personnalité de tes personnages, non ? Oui, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que tu vas poser des personnages qui ont une histoire bien définie, et moi je te fais travailler le fait d'étoffer leur personnalité pour qu'on adhère souvent, mieux. Tu me dis il faut qu'on connaisse plus leur passé, leur famille, pour leur donner une psychologie. Et pour le dernier là, je me souviens quand on s'était téléphoné. Je me souviens où j'étais aussi à ce moment-là quand on a eu ce long coup de fil où je t'ai dit. Je savais pas vraiment où ça allait terminer, mais... Moi, je me souviens que pendant à peu près 1h15, t'as démonté tout ce bouquin. Gentiment, j'essaie d'être gentil dans ce cas-là. C'était très courtois, mais... mais quand même, c'était bien qu'on ne soit pas dans la même pièce. Non, ce qui était drôle, c'est qu'à la fin, je t'ai dit, t'es en train de me dire que j'ai écrit un roman de merde, en fait. Et tu m'as dit, non, les 20 dernières pages sont extra. Et c'était vrai, et je les ai gardées. Non mais c'est vrai, ce que tu disais, c'est que j'avais raconté plein d'histoires dans une seule. Parce que c'était, en plus chaque histoire était... j'ai tout gardé, hein, ça va ressortir, mais dans d'autres bouquins. Dans d'autres livres. Mais ça n'avait pas sa place, et je m'étais un peu perdu dans des histoires secondaires. Il y a une scène qui est devenue un running gag entre nous, où tu voulais absolument la mettre, tu vas en parler ou pas ? Ou tu veux pas la dévoiler vu qu'elle sera dans un autre roman? Ça vous intéresse toujours là, c'est intéressant quand même. Non, mais j'avais un personnage qui était ami avec Luc Besson, le réalisateur, et qui allait chez Luc Besson parce qu'il était en dépression. Donc il a une villa dans le sud, etc. Et donc on voit Luc Besson assis au bord de sa piscine en train de déprimer. Il explique que il y a des potes à lui qui lui ont dit que quand les gens dépriment, souvent ils prennent un animal de compagnie. Voilà. Sauf que lui, c'est Luc Besson, il prend pas un chat, il a pris un crocodile adulte de 3 mètres. Et donc il regarde ce crocodile qui est dans la piscine et qui a chié partout, et sa piscine est ravagée. Je trouvais que c'était bien. Donc, En soi, dit comme ça, c'est rigolo, mais en fait, dans le roman, ça marchait pas, et du coup, le running gag, c'est que Jackie essaye de recaser cette scène à chaque fois dans tout ce qu'il écrit. À un moment donné, je vais trouver ça bien et on va la garder, mais pour l'instant, c'est pas. Mais c'est dans le prochain. On vérifiera sur les crocodiles. Ouais, c'est sûr, là. Sinon. Non. En plus, dans le prochain, ça a sa place, donc c'est. T'as construit autour de ça en fait. Voilà. J'ai inventé un roman pour caser cette scène. Bon, on va peut-être revenir. Peut-être qu'il y a des personnes qui auraient des questions à poser, parce que vous avez l'air de bien connaître les deux auteurs, donc. Oui. Est-ce que. Non, vous n'avez pas. Ah, d'accord. Quelqu'un du club de lecture, peut-être, a-t-il préparé des questions? Bon. Eh bien, on va repartir sur Sophie. Et donc, un petit peu son parcours. Elle disait tout à l'heure qu'elle avait fait plusieurs choses qui la nourrissaient également. Hein, donc, je trouvais que c'était un point commun intéressant entre les deux auteurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors, comme beaucoup de gens maintenant, je pense, j'ai changé de métier plusieurs fois. En fait, au départ, j'ai travaillé quelques années en entreprise parce que j'avais fait mes études à HEC, et puis après,
J'ai travaillé dans l'insertion pendant une dizaine d'années. Et puis, par choix, j'avais plutôt envie de travailler là-dedans. Et puis ensuite, je suis devenue formatrice sur les écrits, sur tout ce qui s'écrit au travail. Et du coup, ce que j'aime bien faire aussi, c'est que je fais des conférences et des formations en entreprise dans lesquelles je lis des textes littéraires parce que on se rend compte qu'au travail, souvent les gens ils sont un peu desséchés, ils en ont un peu ras-le-bol des procédures, des trucs très désincarnés, et où ils ont un peu l'impression d'être comme des robots, et que quand on leur lit quand on travaille à partir de textes de romans, c'est une façon de donner plus de chair et de réfléchir à des tas de sujets autour du travail. Et voilà, pour moi c'est quand même un super grand plaisir. Je sais pas, quand on fait des conférences sur l'audace ou je sais pas quoi, de faire découvrir du Thomas Mann ou du Balzac ou du Houellebecq, voilà, ça fait un peu une passerelle entre... Ou du Chabanel Non, alors j'évite de faire ma promotion, j'imagine. Voilà, je lis plutôt des œuvres littéraires qui me tiennent à cœur, mais du coup, je trouve ça bien d'inventer son propre métier aussi, puis de faire des passerelles entre des trucs qui sont a priori un peu disjoints, mais qui nous intéressent. Voilà, merci pour cette explication, c'était très intéressant. Et est-ce qu'il y a de l'eau qui tombe encore? Bon. Voilà, sur une éditrice, bravo. Ça va couper. Oui, je voulais savoir si, sur bon là, le deuxième il est sorti, mais est-ce qu'on va continuer à suivre ce chat prochainement? Alors, oui, en fait, oui, c'est surtout le... Alors, est-ce qu'on peut parler du personnage autour du chat? Alors, voilà, alors les personnages principaux, c'est une figure très classique, hein, presque un archétype, c'est le duo de flics, avec une femme commissaire. Je trouvais ça quand même dommage j'aurais trouvé dommage que ce soit pas le chef ne soit pas une femme, tant qu'à faire. Donc il y a une commissaire qui est très grande gueule, un peu blasée, etc. Et qui est surtout très pragmatique, donc tout à fait prête à dire par exemple à son chef ce qu'il a envie d'entendre, qui s'encombre pas trop avec des scrupules réglementaires ou moraux à partir du moment où ça fait avancer l'enquête. Le reste elle s'en fout un petit peu. Et puis il y a son adjoint qui est un peu un écorché vif et qui est quelqu'un qui est très droit, mais qui est d'une droiture un peu, je dirais pas pathologique, mais enfin qui est d'une extrême rigueur. Et du coup j'aime bien cette idée que en fait ces deux personnages très différents et qui ont évidemment en commun en fait, c'est des personnages que j'aime bien, quoi. C'est des gens bien l'un et l'autre, sachant que lui est dans une espèce d'austérité et de trucs un peu, par exemple, d'incapacité presque pathologique à l'hypocrisie. Donc c'est quelqu'un qui se donne pour règle de toujours dire ce qu'il pense en toutes circonstances, ce qui n'est pas toujours une bonne idée, en fait, dans la vie. Donc il y a cette espèce de droiture un peu extrémiste. Et puis elle qui est prête à louvoyer et à raconter n'importe quoi à n'importe qui. Donc j'aimais bien cette figure-là. Toi, Jackie, est-ce que tu pourrais nous parler oui, je te réveille? Non, ça va. D'un de tes plusieurs personnages, enfin comment tu les vois, comment tu les as trouvés? Alors, moi c'est l'histoire d'un crocodile. Avec le Besson, bon, ça fait une baignoire. Moi, ce que j'aime faire, c'est aussi associer les personnages qui sont de milieux sociaux radicalement différents et opposés. Dans Demain c'est loin, que vous avez, je crois, apprécié, lu en tout cas, il y avait vraiment ce choc de culture. Et c'est ce que j'aime faire, en fait. J'aime bien, moi, prendre des gens qui n'ont rien à se dire et les forcer à les faire évoluer ensemble. Et dans le dernier, alors c'est pas autobiographique, c'est un gigolo, hein, donc c'est un gigolo qui vit au Luxembourg, et je sais pas pourquoi ça m'a toujours intéressé ce personnage, ce type de travail en fait. Oui, de travail, oui. De parcours en tout cas. J'ai toujours trouvé ça hallucinant de faire ça. Donc, et je l'associe à un écrivain très célèbre qui a eu le prix Goncourt dans les années 80. Qu'en gros, il faut voir une notoriété à la Michel Houellebecq. C'est pas lui, mais c'est ce genre de star du livre, quoi. Et ce qui m'a amusé, c'est déjà de taper sur les écrivains un peu,
Oui, Et ben, comme c'est sympa. je me fous un peu de tout le monde. Oui, oui. Et je les mets dans un camping à La Ciotat. Voilà. Ah oui, camping. Donc ils se retrouvent voisins de bungalow. Les deux se demandant un peu ce qu'ils font là. Et il y a des gens qui commencent à mourir autour d'eux, des touristes étrangers. Et j'ai adoré faire ça. J'ai adoré tuer des touristes étrangers. Alors l'idée du roman, je l'ai eu dans un camping à La Ciotat, dans la vraie vie. Voilà. Donc ouais. Enfin, pour la petite histoire, j'étais effectivement en famille dans un bungalow à La Ciotat. C'était une semaine parfaite, paradisiaque. Et la deuxième semaine, il y a une famille de Belges qui s'est installée devant nous en tente. Et ils étaient ils avaient des piercings partout, des tatouages, et ils écoutaient de la techno à fond toute la journée sur des enceintes. Donc le point de départ, ça a été comment exterminer ces gens. Et comme dans la vraie vie, on peut pas... mais c'est véridique, hein. J'ai eu l'idée du bouquin, c'était il y a 2 ou 3 ans. Je me suis imaginé tout de suite, après, je sais pas si tu fais pareil, mais toutes les situations de la vie, moi ça me sert à... J'essaie tout de suite de les traduire en scène ou en personnage ou d'en faire un bouquin, quoi. Oui. Il y avait un coup de vent derrière, donc du coup j'ai eu peur que ça retombe, c'est pour ça que je suis là. Vas-y, Sophie. Oui, je pense que c'est... Enfin, ce qui est rigolo, c'est de constater que souvent le point de départ d'un livre, alors, pour moi aussi, c'est un truc un peu ténu. Moi, par exemple, je suis allée une fois à un festival de jazz à Nantes, un peu par hasard, et je ne sais absolument pas pourquoi, mais il y avait un vendeur de fours solaires. Alors pourquoi est-ce qu'il y avait un vendeur de fours solaires dans un festival de jazz? je ne sais pas. Mais donc c'était un type qui était vraiment, qui vraiment, on aurait dit un peu une caricature du baba cool. Évidemment, il pleuvait des trompes d'eau, sinon ça n'aurait pas été aussi drôle. Donc il y avait un pauvre malheureux qui essayait de vendre des fours solaires sous des trompes de flotte au milieu d'un festival de jazz. Et en fait, ça m'a beaucoup ému. Je trouvais ça, parce que quand même, c'est quand même une super bonne idée, le four solaire. Personne ne peut être contre. Il ne peut pas être contre le four solaire compte tenu du contexte environnemental. Et du coup, je me suis dit, je parlerai du four solaire et j'aimais bien. Enfin voilà, c'était le point de départ. Et j'aimais bien cette idée de quelqu'un qui est très matérialiste, très conformiste, et qui se retrouve justement ému par un pauvre vendeur de fours solaires et qui achète un four solaire, et dont la vie finalement bascule un peu à cause du four solaire. C'est-à-dire que tout à coup, elle découvre qu'il y a des gens qui sont pas dans une exigence d'efficacité, de bon sens, mais qui sont prêts à faire des trucs un peu bizarres. Et j'ai regardé des forums des amis du four solaire. Si vous cherchez, vous tapez four solaire et vous verrez qu'il y a des gens qui disent bah moi j'ai cuit mes lentilles en 5h30 en orientant mon truc à 72 degrés. Il y a réellement des forums d'échange où les gens racontent ce qu'ils vivent et se donnent des conseils. Moi j'ai cuit des cookies en 3 heures. Et c'est quand même, moi je trouve ça assez attachant, ces gens qui sont un peu à côté de la plaque, entre guillemets, mais en même temps c'est pour la bonne cause. Donc voilà, donc les points de départ, souvent c'est des trucs comme ça qui nous amusent et qui nous touchent. Bon bah écoutez, super, est-ce qu'il y aurait quand même des... Oui, voilà, une question. alors, enfin aux deux. Attendez parce que juste ça une va seconde, on va vous passer un micro. Là. Bon, je peux augmenter la voix. Ah d'accord. Bien, oui, donc une question pour les deux auteurs. À partir du moment où vous avez eu l'idée du four solaire ou alors du camping de La Ciotat, combien de temps il vous faut pour vraiment arriver à l'écriture d'un livre, totalement? En plus, vous avez dit en 4-6 heures par jour. Alors, vous écrivez plutôt l'un comme l'autre, plutôt le jour ou alors, comme certains auteurs classiques, la nuit en buvant beaucoup de café. Enfin, voilà. Ou en buvant autre chose. Oui. Ça, Je suis très tisane. Moi du coup je suis vraiment... je commence de travailler à 8h30 le matin. Café, alors pour la cuisine, je mets de la musique à fond. Et j'ai une playlist, mais c'est plutôt des trucs énervés. Ça peut aller quand même de Daft Punk à Jacques Brel. Je me mets de la musique, des chansons que je connais par cœur, tout le temps les mêmes.
pas que ça me perturbe, que ça prenne mon attention, quoi. Et après, en termes de temps, tous ces bouquins-là, quand je les ai écrits, je travaillais encore, j'avais un boulot alimentaire. Ça me prenait une année en gros. Mais en travaillant, voilà, les week-ends, un petit peu le soir. Oui, j'avais trouvé un truc. Justement, j'ai dû refaire 100 pages un petit peu en 3 mois. Je me levais à 5h du matin en fait. Et j'écrivais de 5 à 7 avant d'emmener les enfants à l'école, d'aller travailler. Donc c'est quand même pas super de faire ça. Ouais. Mais du coup là, je sais pas combien de temps je vais pouvoir mettre. Je pense qu'il faut au moins 3 ou 4 mois. De toute façon, il faut au moins 3 ou 4 mois, enfin pour moi. Oui, moi je dirais que c'est très variable. Par exemple, j'ai écrit un récit qui me tenait vraiment à cœur sur le travail que j'ai fait avec des personnes sans logement. Je pense que j'ai mis 4 ans à l'écrire. C'est mon livre le plus court. Mais ça m'a pris beaucoup de temps de trouver le ton qui me convenait. Enfin voilà, c'était quelque chose d'important pour moi, mais j'ai beaucoup tâtonné pour écrire. Pour les policiers, je trouve que ce qui m'aide, moi, c'est d'avoir une espèce de... Alors, c'est pas très poétique comme expression, mais je dirais qu'on a un peu un cahier des charges. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va y avoir un mort, un enquêteur, des fausses pistes, des suspects. Et je trouve que le fait d'avoir comme ça des jalons, quand on démarre l'écriture d'un projet, ça facilite les choses. On sait que la contrainte, ça aide la créativité. Donc du coup, mes livres, je les ai plutôt écrits en 1 an aussi. Sachant que moi je travaille par ailleurs et que je qualifierais pas, enfin contrairement à Jackie, pour moi c'est pas du tout un travail alimentaire, c'est-à-dire que j'aime beaucoup mon travail de formatrice. C'est souvent compliqué de concilier les deux, mais en même temps pour moi l'écriture a un côté assez solitaire. Et du coup, le fait de faire aussi de la formation, où par définition on est dans l'échange, moi c'est un truc qui me tient à cœur et qui pour moi a beaucoup de sens aussi. Donc je ne mets pas de hiérarchie. Il y a des auteurs qui disent je gagne ma croûte et donc par défaut je travaille. En fait, moi j'aime bien mon travail. Mais du coup, de fait, ça rend parfois les choses compliquées de tout faire. Et quand j'ai beaucoup de travail, moi je travaille le matin aussi de 5 à 7 avant de commencer ma journée de travail. Donc combien de temps pour toi, Sophie? Je dirais à peine 1 an sur les derniers bouquins en fait, hein, de janvier à fin août en fait, en 8 mois j'avais fait mon... Mais j'en suis sortie très fatiguée, je dirais. J'ai eu l'impression d'avoir quand même, d'avoir fait beaucoup de choses. Y a-t-il une autre question? Oui, moi je voulais savoir à quel moment se passe la première rencontre en fait avec l'éditrice, enfin le travail ou l'éditeur. Quand commence le travail avec l'éditeur? C'est on envoie des manuscrits et après il y a un lien. Enfin voilà, c'était un peu ça. Avant d'être publié, vous voulez dire? Oui, la première. Ouais, je laisse la parole après aux auteurs, mais c'est extrêmement divers et variable en fonction de comment arrive le manuscrit, en fait, premièrement. C'est-à-dire que, par exemple, Sophie et Jackie, c'est pas du tout la même histoire, puisque Sophie, je l'ai repérée, ça arrive encore par la poste. Voilà, c'est un manuscrit envoyé par la poste. Tous mes livres, en fait, hein, j'en ai écrit 6 et je les ai tous envoyés par la poste. Donc là, le premier roman qu'on a commencé à travailler ensemble, c'était un roman que tu estimais avoir terminé. Moi, je suis arrivée, je t'ai téléphoné, bonjour madame, voilà. Donc à partir de ce moment-là... Et là, on est en état de transe. Hein. D'ailleurs, c'est pire que ça, tu te trompes. Ah oui? Tu m'as pas téléphoné. Ah bon? Tu m'as mis un mail. Or ça, c'est pas normal. Normalement, quand un éditeur vous dit oui, il vous appelle. On est bien d'accord. Donc là, je ne sais pas ce qui t'a pris, mais je me rappelle très bien avoir vu objet, votre manuscrit. Et là, on se dit, bon, ok, c'est mort. Parce que normalement, on n'a jamais un... Pourquoi je fais ça? Je ne sais pas, mais tu m'as mis un mail. Est-ce que tu avais ton numéro de téléphone sur le... J'essaye de décharger la faute. Au bout du 6e livre, je pense que je
ouais, t'as raison. Non, c'est vrai, c'est pas sympa. Et tu m'as dit, je n'ai pas fini, mais bon, ça m'a l'air quand même très très bien, donc ce serait bien qu'on se rencontre. Ah voilà, là c'est quand même, en fait ça explique un petit peu, c'est qu'en fait j'étais tellement prise, non je sais pourquoi je t'ai écrit un mail, parce qu'effectivement j'ai voulu t'appeler avant même d'avoir terminé, ce qui se fait en fait moyennement pas. Voilà, donc j'étais vraiment tellement prise, en gros je voulais tellement te le dire que du coup je me suis dit bon, je vais quand même lui envoyer un petit mail et je l'appellerai après. Ça explique pourquoi je t'ai écrit un mail parce que éventuellement tu as joué avec mes nerfs. Ouais, elle aurait pu être opérée par un autre éditeur par exemple. C'était moyennement ma crainte parce que vraiment là je sais que j'ai reçu le manuscrit, c'est une sorte de poste, mais je sais plus, on va dire c'était en plein été, genre le 20 août, je dis n'importe quoi, et je pense que le 23 je l'avais lu, donc a priori j'étais la première de la place de Paris à l'avoir lu, c'était à peu près logique. Mais effectivement on a toujours le stress, je l'ai eu encore il n'y a pas très longtemps, quand on lit un très bon manuscrit, on a à la fois une excitation et en même temps une sueur de se dire mon Dieu, s'il est tellement bien, c'est sûr que ça va se savoir, il y a forcément quelqu'un d'autre qui l'a lu, il y a une urgence qui se met en place et voilà, est-ce que je vais essayer de quand même un petit peu de... J'aurais dû t'appeler, effectivement, t'as tout à fait raison. On est bien d'accord, je ne le referai plus, enfin bon, notre histoire de ce point de vue-là est... Toi c'est par Facebook. Et pour toi, ouais, donc en fait, tu n'aimes pas trop le téléphone. Non, là c'est pas du tout la même histoire, c'est pas ça. Non, moi j'avais un premier roman qui avait été publié à la Fosse aux Ours, donc un éditeur lyonnais. Et je me souviens parfaitement où j'étais, donc c'était chez moi, dans la cuisine, et j'ai vu un message sur Facebook. Alors déjà une demande d'amis. Donc j'ai vu ton nom avec Éditrice au Seuil, je me suis dit ah, c'est... Et le message, tu me disais que tu avais lu mon premier roman, que ça t'avait beaucoup plu, et que si je me sentais pas bien avec mon éditeur, les portes du seuil m'étaient grandes ouvertes. Alors, je pense que j'ai pas formulé comme ça, parce que là on marche quand même dans ces cas-là sur des œufs. J'avais effectivement dire en tant qu'il y a deux éditrices dans la salle, la Jeanne Guillon et Joël qui sont en train de te fusiller du regard. Non, voilà, c'est-à-dire qu'on va pas piquer les auteurs chez les autres éditeurs, ça ne se fait pas. Non, je sais plus comment c'est formulé, mais c'est que effectivement, je pense que j'ai fait ça mieux que ça, et de fait, en fait. Je me souviens t'avoir répondu, vous savez parler aux auteurs. Ah voilà, donc j'avais dû faire ça très bien. Et mon premier réflexe, du coup, ça a été de contacter l'éditeur avec lequel j'étais. Voilà. Ça, c'est logique. En lui disant, bah écoute, toi, t'es la dernière personne à qui je devrais en parler, donc je t'en parle en premier. Qu'est-ce que je fais? Il m'arrive ça, il y a le seuil qui m'ouvre une porte et c'est rigolo de dire ça. C'est la première fois que... Mais il m'a dit, vas-y, c'est pas une histoire de trahison, t'inquiète pas, il faut que tu y ailles. Et il m'a juste dit, il faut que tu te sentes aimé. Voilà. Il faut que tu sentes qu'ils ont... C'était un bon conseil, ça. Ouais. C'est un bon conseil. Et c'était un vrai conseil. Il m'a dit, aller au seuil pour aller au seuil, ça sert à rien. Il faut que tu sentes qu'il y ait quelqu'un qui aime ton travail, qui veut en faire quelque chose et qui te fasse grandir. Donc j'ai estimé que c'était le cas. Mais voilà, donc du coup pour moi c'était on est venu me chercher. Oui, à pas de loup. Voilà, non mais c'était mais j'étais surtout vraiment pas d'ours alors, parce que c'était la fausse d'ours. Oui, voilà. J'étais très content que ça se passe bien avec Pierre-Jean Balzan, mon éditeur précédent. Bah oui, après c'est une belle histoire, moi Pierre-Jean Balzan, du coup depuis je le connais, voilà, on a dédicaté ensemble, il n'y a aucun souci, je pense que c'est un peu le jeu, peut-être petite maison, moyenne maison, grosse maison, on sait bien qu'il y a des... pas des transferts hein, parce qu'on n'est pas dans le foot, mais il y a des mouvements en tout cas qui se passent comme ça, et c'est vrai que nous en tant qu'éditeurs, je pense, après ça dépend du temps qu'on a, mais de toute façon on se tient au courant de tout ce que tout le monde fait, parce que c'est intéressant déjà d'une, parce que j'ai envie de lire les livres des autres maisons. Et puis c'est vrai qu'on a parfois l'œil sur ce que font les petites maisons d'édition, parce que venant d'une petite maison d'édition moi-même, je travaillais aux éditions Baleine avant, je sais comment ça se passe, c'est-à-dire qu'elles font souvent le rôle de défricheur aussi, que parfois les grosses maisons n'ont plus le temps de faire. Voilà. Après, moi j'estime au seuil faire encore ce travail de défricheur. Je pense que j'ai un nombre de manuscrits arrivés par la poste publiée qui est assez impressionnant pour l'instant, mais voilà, on a un œil sur ce que font les petites maisons d'édition, et c'est ce qui est arrivé avec Jackie, et ça s'est effectivement hyper bien passé avec la Fosse aux Ours. Est-ce qu'il y aurait encore une question?
Sinon, je crois que le temps est terminé. Donc, je vous remercie tous les trois, du coup, d'avoir donné aussi une vision du rapport auteur-éditeur qui est toujours fort intéressante. Et puis, merci à vous tous d'avoir été parmi nous. Voilà.